Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le mardi 9 mai 2023, il est 10h30 et on va vous accompagner pendant 1 heure de temps. Alors je tiens à m'excuser pour ma petite voix ce matin, j'ai un petit peu la voix enrouée. C'est ça, hein, c'est le changement c'est l'humidité aussi, on sort très tôt le matin. Mais on va quand même faire l'émission parce que c'est une émission importante et on va parler justement aujourd'hui de la Caisse nationale des travailleurs salariés, principe de fonctionnement. Donc si vous voulez nous poser des questions, une seule chose à faire, composez le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. On a des spécialistes sur le plateau, ils répondront à toutes nos questions, n'est-ce pas messieurs? Tout à fait. Alors avec nous aujourd'hui pour en parler, docteur Mohamed Amin Louanchi, vous êtes sous-directeur à la direction du contrôle médical. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités, de pouvoir parler de la CNAS. Bonjour aux téléspectateurs. Très bien. Avec vous aussi, monsieur Amin Abdedou, vous êtes sous-directeur à la direction prestations CNAS. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Et pour sa rubrique évasion, Samira. C'est ma voix, Samira. Non. Samira Hadjamar, bonjour Samira. Bonjour Mounia, bonjour à tous. Bonjour, Maria. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de... On va partir à Bédiaya. On va s'évader avec toi. Ou alors on va parler de Bédiaya, mais surtout comme une destination phare pour un week-end ou pour les vacances qui arrivent bientôt. Je ne sais pas si vous avez prévu... Pas encore. Non, pas de Bédiaya. Pas encore. Non, pas encore. Mais je pense qu'on va y aller. Mais après sa chronique, je pense que vous allez être envoûté par Samira et par sa description et tout ça. Oui. Alors, messieurs, on va commencer tout d'abord par un petit aperçu sur la CNAS. Oui. D'abord, qu'est-ce que la CNAS? Très bien. Donc, permettez-moi, madame, avant de commencer, donner un aperçu sur la CNAS, de revenir sur le système de sécurité sociale en Algérie. Il faut savoir que la sécurité sociale en Algérie existe depuis 1950. Mais le système de sécurité sociale algérien qu'on connaît aujourd'hui en vigueur est né en 1983 par la promulgation de 5 lois fondamentales, à savoir la loi 83-11 relative aux assurances sociales, la loi 83-12 relative à la retraite, la loi 83-13 relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, on a la 83-14 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, et enfin la loi 83-15 relative aux contentieux en matière de sécurité sociale, qu'elle a été abrogée et remplacée en 2008 par la loi 08-08. Donc, le système de sécurité sociale algérien, aujourd'hui, couvre l'ensemble des branches prévues par la Convention 102 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. L'Algérie se réjouit aujourd'hui de le dire, compte tenu que sur les 200 pays dans le monde, seuls, je dis bien seuls, 48 pays assurent la couverture sociale de ces branches. Ce qui rend notre système de sécurité sociale universaliste, généraliste et l'un des plus beaux systèmes au monde. Donc, dans ce cadre, dans ce contexte, le système assure une couverture sociale dans le cadre de l'assurance maladie, l'assurance maternité, l'assurance invalidité, l'assurance décès, l'assurance accident du travail et maladie professionnelle, l'assurance chômage, l'assurance, les prestations familiales et les prestations de retraite. Toutes ces branches sont prévues par le système de sécurité sociale algérien. Voilà, madame. À peu près tout. Toutes les prestations. Toutes les prestations sont prises en charge, sont prévues par le système de sécurité sociale algérien. Très bien. Pour la CNAS, qui est un établissement public à gestion spécifique, elle a pour mission, entre autres, pour mission principale, de recouvrer les cotisations destinées au financement de ce système. Elle gère et elle organise le service des prestations des assurances sociales, accidents de travail et maladies professionnelles. Elle gère les prestations familiales. Elle fait la politique de promouvoir la politique de la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles. Et elle entreprend des actions de prévention, d'information et d'éducation sanitaire. Elle exerce et elle organise aussi le contrôle médical. Donc, la CNAS a cette mission noble de recouvrir les cotisations pour servir des prestations aux assurés sociaux et leurs ayants droit. Parlons des assurés sociaux et leurs ayants droit. Qui sont les assurés sociaux? Les assurés sociaux, on a 3 familles d'assurés sociaux. On a ce qu'on appelle les travailleurs salariés, les travailleurs exerçant une activité salariée. On a
les titulaires d'un avantage de sécurité sociale, c'est les inactifs, ceux qui bénéficient d'une pension de retraite, une pension d'invalidité, qu'elle soit directe ou de réversion. On a la troisième catégorie, c'est les catégories particulières, ce qui dénote le caractère social de notre système. On parle des moudjahidines, des handicapés, des démunis, des titulaires d'une allocation forfaitaire de solidarité, des étudiants, des élèves dans les établissements. Tout le monde est couvert en matière de sécurité sociale. Aujourd'hui, on a un taux de couverture de plus de 85%. On est couvert à partir de quel âge? À partir de votre naissance, en qualité d'ayant droit. Oui. En ayant droit, mais à partir de quel moment on peut bénéficier à partir de la majorité, majorité. Dès que vous exercez une activité salariée, vous êtes obligatoirement déclaré à la sécurité sociale et vous bénéficiez automatiquement d'une couverture sociale de l'ensemble des risques que j'ai précités tout à l'heure. D'accord. Très bien. Voilà. Oui. Vous Donc, voulez continuer en assurance maladie. Oui. En assurance maladie, le système de sécurité sociale, je vais donner quelques éclaircissements, quelques précisions à nos citoyens, concitoyens. En assurance maladie, la législation, le système de sécurité sociale prévoit deux types de familles de prestations. On a les prestations en nature et on a les prestations en espèces. Je m'explique. Les prestations en nature, c'est la prise en charge ou le remboursement, tout ce qui est en relation avec les frais médicaux. C'est le remboursement des frais de soins de santé, à savoir l'hospitalisation, les actes médicaux, les actes chirurgicaux, les médicaments, les séances de cure thermale, cure spécialisée, la rééducation fonctionnelle, les frais de déplacement, le transport sanitaire, l'appareillage. Tout ce qui est en relation avec les soins de santé est pris en charge par la CNAS. Et en espèces, c'est le remboursement. Maintenant, les espèces, c'est les indemnités journalières, c'est le remboursement des arrêts de travail. Tout travailleur contraint d'interrompre son travail pour cause de maladie, il ouvre droit à une attribution d'une indemnité journalière pour chaque jour perdu pour cause de maladie. Un pourcentage de 50% pour les 15 premiers jours et à 100% à partir du 16e jour. Maintenant, lorsqu'une hospitalisation intervient pendant la période de l'arrêt de travail, la prise en charge est assurée à 100% à compter du premier jour. Faut-il le souligner que rares sont les systèmes de sécurité sociale qui assurent une prise en charge à cette hauteur, à hauteur de 100% dès le premier jour. On a aussi, lorsque l'arrêt de travail est en relation avec une affection de longue durée, les affections de longue durée en Algérie sont en nombre de 16. Ils sont listés dans le décret 84-27. Si la maladie est considérée comme une maladie de longue durée, la prise en charge est à hauteur de 100% pendant une période de 3 années. À partir de la première interruption de travail. À l'issue de la période des 3 ans, oui, les droits à l'assurance invalidité sont appréciés d'office. Donc, si vous êtes malade, on vous prend en charge ad vitam aeternam. Et justement, il faut des contrôles médicaux pour tout cela. Oui. Et il faut d'abord définir ce que c'est qu'un contrôle médical. Tout à fait, madame. Alors, il faut savoir que le contrôle médical est régi par un décret, c'est le 0571, qui fixe les conditions et le fonctionnement du contrôle médical. Il faut savoir qu'en Algérie, nous avons plus de 1000 praticiens conseils, que ce soit des médecins conseils, des dentistes conseils, répartis au niveau de plus de 500 structures sur tous les territoires nationaux, notamment les nouvelles agences, les nouvelles wilayas récemment créées. Donc le contrôle médical, c'est quoi? Le contrôle médical consiste à donner un avis concernant les prestations demandées par l'assuré social en se basant sur les documents fournis, les justificatifs médicaux fournis. Donc le médecin conseille, d'ailleurs, ce serait bien de clarifier un petit truc. Bien sûr. On parle souvent de médecin contrôle. Oui. C'est vrai que le médecin exerce un contrôle, mais avant tout, c'est un médecin conseil. Il est là pour accompagner l'assuré social, pour le conseiller sur ses droits, sur ses obligations. L'informer sur la sécurité sociale. Donc, le médecin conseil est habilité à examiner l'assuré social et à demander tout document justificatif en relation avec la prestation demandée. D'accord. Et si justement l'arrêt de travail est rejeté, il y a des voies de recours, on peut toujours faire un recours? Tout à fait, madame. Donc, il faut savoir déjà qu'il y a deux types de rejets. Oui. Ça peut être un rejet d'ordre administratif. Dans ce cas, le recours sera fait auprès des commissions habilitées, ou un rejet d'ordre médical. Dans ce cas, ce sera une expertise médicale. C'est un médecin expert, généralement c'est des professeurs chefs de service,
qui vont trancher entre l'avis du médecin conseil et l'avis du médecin traitant. Mais à la base, pourquoi il peut être rejeté l'arrêt de travail? Pourquoi on le rejette? Parce que si le contrôle médical n'est pas OK, voilà, d'accord avec non, vous avez dit administratif, c'est-à-dire au niveau du poste. Si vous permettez, bien sûr, tout à fait. On a deux types de rejet. Si le rejet médical a été expliqué, je vais expliquer ce que veut dire un rejet administratif. Un rejet administratif, lorsque les conditions d'ouverture de droit ne sont pas réunies. Donc, pour chaque prestation, il y a des conditions d'ouverture de droit. Pour les prestations en espèces, les arrêts de travail, en fait, le système de sécurité sociale algérien prévoit, si on fait un benchmarking, si on compare notre système avec d'autres systèmes, on verra que le système de sécurité sociale algérien prévoit les conditions les moins sévères. Oui. On a deux petites conditions. Et elles sont d'importance. Oui. D'importance, voilà. Oui. On a une condition de durée de travail et une condition d'assujettissement. La condition de durée de travail, donc l'assuré social contraint de déposer un arrêt de travail pour cause de maladie, doit réunir une période de travail. La période de travail, c'est avoir travaillé 15 jours durant le trimestre civil précédant l'arrêt de travail. Si l'assuré social, le travailleur salarié, n'a pas travaillé 15 jours, on revient une année en arrière. Pendant cette période, l'assuré social doit avoir cumulé 60 jours de travail. Donc 2 mois pendant une année. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est une condition très logique. C'est une condition d'assujettissement. C'est au moment de l'arrêt de travail, l'assuré social doit justifier d'une activité rémunérée. Heureusement, parce que la perte de salaire, il doit exercer une activité et qu'il a perdu son salaire pour cause de maladie. Donc, au moment de l'arrêt de travail, il doit être en relation avec son employeur. Il doit justifier d'une activité rémunérée. C'est ça les conditions. Si l'une des deux conditions n'est pas réunie, donc les services de la CNAS sont dans l'obligation de rejeter administrativement la prise en charge de cet arrêt de travail. Mais ce n'est pas un rejet définitif. L'assuré social préserve toujours son droit de recours auprès des commissions. On a le premier recours, c'est auprès de la commission régionale. C'est la commission de wilaya. Donc, l'assuré social doit seulement respecter les délais de contestation de ce recours. Il a de ce recours pour 15 jours, à partir de la date de la notification de la décision. Maintenant, cette commission est souveraine et ces décisions sont applicables aux deux parties. Si la commission de recours régionale rejette encore une fois le dossier, l'assuré social garde le droit de contester cette décision auprès de la commission nationale de recours. La commission nationale siège, ces décisions sont souveraines, elles sont applicables aux deux parties. Si la commission nationale rejette, le dernier recours, on parle de recours ultime, c'est devant la justice. C'est un recours devant la justice. D'accord, très bien. Et la décision de justice, elle est applicable. Voilà. Et justement, pendant cette période où il faut faire des recours, où la personne est peut-être en arrêt maladie et qui est dans l'incapacité de travailler, qu'est-ce qui se passe? Donc la personne ne travaille pas. Est-ce qu'il y a un remboursement? Est-ce qu'il y a... Madame, dès lors que les conditions d'ouverture de droit n'ont pas été réunies, dès le premier arrêt de travail, la suite sera rejetée administrativement. Mais si la commission de recours accorde le premier arrêt de travail, la suite sera prise en charge par la CNAS. Dès lors que la contrainte, que le rejet a été levé par la commission. Donc les autres arrêts de travail vont être payés. Et si on arrive au recours ultime et à ce moment-là, la justice donne raison justement à la personne qui a déposé le... Est-ce qu'il y aura un remboursement de toute cette période où il n'a pas travaillé? Bien évidemment, madame. Voilà. Bien évidemment, c'est ça la loi 0808. Rétroactif. Rétroactif. C'est la loi 0808 qui prévoit les droits de l'assuré social au recours pour contester les décisions de rejet. Et c'est rapide? Bien sûr que c'est rapide. Très bien. D'accord, très bien. Alors, l'émission Ma famille, ma vie, comme son titre l'indique, ma famille qui parle de famille, parle d'enfants, parle de maman aussi. Oui. Et quand on parle de maman, on parle aussi du congé de maternité. Oui. Souvent, beaucoup de femmes se posent beaucoup de questions. À quel moment doit-on déposer le dossier? Qu'est-ce qu'il faut dans ce dossier-là pour avoir justement ce qu'on appelle la maternité? Maintenant, on dit, oui, est-ce que j'aurai les remboursements pour ces 3 mois? 3 mois, c'est ça, 98 jours? 98, 14 semaines, oui, 98. Voilà, exactement. Alors, quelles sont les modalités du congé de maternité? Donc, on parle tout d'abord des prestations prises en charge dans le cadre de l'assurance maternité. Idem à l'assurance maladie, on a 2 types de familles de prestations. On a les prestations en nature et on a les prestations en espèces. Les prestations en nature, c'est les frais médicaux en relation avec la grossesse, l'accouchement et ses suites post-maternité. Donc, s'il y a des complications... La prise en charge, elle est à hauteur de 100% de toutes les prestations en nature
en relation avec la grossesse, l'accouchement et ses suites. Donc, on a plafonné la prise en charge. Le remboursement se fait à 100%. Très bien. En ce qui concerne les prestations en espèces, c'est l'attribution d'une indemnité journalière à hauteur de 14 semaines, 98 jours. Maintenant, la femme travailleuse a le libre choix, soit de prendre son congé de maternité à partir de la date de l'accouchement. À son choix, elle peut le prendre 6 semaines, durant la période de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement, sans que la période de prise en charge ne change. C'est 98 jours à 100% dès le premier jour. D'accord. Et justement, on dépose le dossier à partir du... Le dossier est constitué de documents administratifs et documents médicaux. En ce qui concerne les documents administratifs, c'est le congé de maternité, le congé prescrit par son médecin, et l'acte de naissance, ou l'acte d'accouchement, l'acte de naissance, l'extrait de naissance de l'enfant. Très bien. En ce qui concerne les documents médicaux, on a les documents médicaux prénatals et on a les documents médicaux postnatals. On a le certificat du 3e mois, le certificat du 6e mois, le certificat du 8e mois et le certificat après accouchement, c'est le certificat post-accouchement. S'il y a un souci, on ne peut pas réunir tout ce dossier, on perd nos droits? Si. S'il y a un souci, qu'on ne peut pas réunir ce dossier, ou si par exemple on le dépose au travail, parce qu'en général, il y a un service au sein de l'entreprise auquel on dépose ce dossier-là et qui va s'occuper de la relation avec la CNAS. Oui, s'ils perdent le dossier, malencontreusement, on va dire, et comment faire un recours? On peut faire un recours. On demande gentiment à la femme travailleuse de reconstituer son dossier. Parce que c'est des documents médicaux que le médecin traitant refait d'une façon automatique. C'est une attestation de 3e, 6e, 8e mois et après accouchement. Pour l'extrait de naissance, on peut l'avoir. D'ailleurs, on ne le demande même pas parce qu'on peut l'extraire automatiquement du portail automatisé d'état civil. Est-ce qu'on peut imaginer un lien direct entre le médecin traitant et la CNAS? On va y arriver justement. On va en parler tout à l'heure. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Justement, et il y a aussi l'application, la HANA, c'est une application qui va faciliter les prestations. Est-ce qu'on peut justement déjà signaler sa maternité à travers l'application HANA? Bien sûr. Maintenant, il faut savoir que maintenant la modernisation et la digitalisation des procédures, c'est le cheval de bataille des pouvoirs publics. Exactement. Et c'est le plan stratégique du gouvernement. La CNAS, établissement public, s'est inscrit dans ce programme par un programme de digitalisation et de simplification de l'ensemble de ces procédures, en fait, pour faciliter la vie aux assurés sociaux et ayants droit. Pour ce faire, on a développé 2 plateformes, 2 services, 2 applications. Une dédiée aux employeurs et une dédiée aux assurés sociaux. Commençons par les assurés sociaux. On a ce qu'on appelle l'espace LAHANA. Tout d'abord, pour s'inscrire, c'est très facile. Il faut se connecter au site www.hana.cnas.dz et suivre les étapes. Une fois inscrit, l'assuré social peut bénéficier de ces fonctionnalités. On a intégré plusieurs services en ligne. D'ailleurs, on peut citer en assurance maternité la femme travailleuse de chez elle, à distance, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle peut déclarer son congé de maternité, scanner les documents, faire la déclaration et demander le remboursement à distance sans être dans l'obligation de se déplacer au niveau de service de la CNAS. Avec la protection des données privées, bien sûr. Bien sûr, c'est un compte individuel, sécurisé, qui permet à l'assuré social d'être connecté et relié au service de la CNAS à distance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus de cette fonctionnalité, je peux citer d'autres services en ligne. L'assuré social peut déclarer son arrêt de travail à distance et demander le remboursement de son arrêt de travail sans passer par son correspondant social, sans se déplacer au service de la CNAS, sans envoyer l'arrêt de travail par le bureau de poste. Il peut aussi demander la production de sa carte Chifa à distance. Donc, l'espace LAHANA existe en 2 formes, forme Android et forme web. On peut faire la mise à jour de la carte Chifa à distance. On va y arriver. Non, mais bon, d'accord, ok. On peut demander la production de la carte Chifa à distance. On peut aussi télécharger et éditer l'attestation d'affiliation, ô combien important aujourd'hui. Oui, bien sûr. Très bien. Ce que je vous propose, avant de continuer justement, c'est de voir un reportage de notre journaliste Yasmine Blidia, justement, qui va nous parler de cette application, la HANA, et on se retrouve tout de suite après.
Dans l'optique d'améliorer le service public et de moderniser la gestion, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, CNAS, propose plusieurs services électroniques à ses utilisateurs, notamment le portail El-Hana. Dans ces deux versions Android et Web, ce service rapproche encore plus l'assuré social de la CNAS en lui offrant plusieurs services, notamment la possibilité d'éditer une attestation d'affiliation en ligne, la demande d'un arrêt de travail et le congé maternité, la première demande de carte Chifa. Additivement à cela, l'assuré peut consulter sa date de fin de droit ainsi que l'état de ses ayants droit. Un nouveau service qui est désormais opérationnel à travers l'application El-Hana, la déclaration du congé de maternité. Son seul but est d'éviter tout déplacement engendré par la procédure classique. Concernant les arrêts de travail, l'assuré peut déposer via le portail la demande d'un arrêt de travail pour ne pas tomber dans le refus administratif des 48 heures. Pour le congé maternité, la demande initiale peut se faire via ce portail en déposant et en dématérialisant tous les documents qui étaient auparavant déposés au sein de l'agence CNAS. Une application qui facilite la vie aux employés. Avec un simple clic sur un téléphone portable, permet de gagner du temps et de l'énergie. Pensez à télécharger l'application El-Hana. C'est un portail qui facilite vraiment la vie aux assurés et qui les épargne des déplacements récurrents à la CNAS. Maintenant, à travers ce site, l'assuré a vraiment moins de déplacements à la CNAS. Il peut faire la majorité des opérations qu'il faisait auparavant en venant au centre de la CNAS. Maintenant, à travers ce portail, il peut facilement éditer et faire ses demandes via ce portail. De retour sur le plateau, alors n'hésitez pas à nous appeler au numéro que je vais vous donner tout de suite, parce qu'aujourd'hui on parle aussi de la Caisse nationale des travailleurs salariés, principes et fonctionnement. On va essayer de tout vulgariser, tout simplifier pour connaître nos droits, nous les salariés. Et donc si vous voulez poser des questions, un seul numéro, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors on revient, on était encore en train de discuter, il y a des tas de questions qu'on se pose, parce qu'on ne connaît pas au final, on ne connaît pas réellement nos droits, et justement c'est pour ça que cette émission est là aujourd'hui, pour essayer de tout nous expliquer. Très bien. Donc on parlait de l'application El-Hana. Je parlais des fonctionnalités de l'espace El-Hana. En plus des fonctionnalités que j'ai précitées tout à l'heure, on peut aussi citer la possibilité offerte à l'assuré social de s'informer de ses résultats d'examen biologique lorsque l'examen a été prodigué par l'un des centres de soins relevant de la CNAS. Donc, il peut s'informer à distance par le biais de l'application El-Hana. Il peut aussi s'informer sur ses droits, sur la date de fin de ses droits, son centre payeur d'affiliation et la localisation de son centre payeur d'affiliation, plus plusieurs autres services. Et à partir de ce plateau, j'invite les assurés sociaux à s'inscrire à cet espace El-Hana et goûter aux bienfaits de cet espace. Voilà. Vous allez faire la pub, vous. J'aurais pu être publicitaire. Si je peux rajouter quelque chose, ce serait bien aussi de s'inscrire, parce que le fait de s'inscrire va permettre d'avoir des convocations directement par SMS. Donc les convocations, vous allez avoir une convocation directement sur votre téléphone si vous êtes invité à être convié au contrôle médical pour n'importe. Est-ce que ça aide aussi à la numérisation de tous les fichiers et les dossiers justement des assurés? Il faut savoir que, je vais vous faire un petit historique sur la numérisation. Il faut savoir qu'avant, au niveau du contrôle médical, donc on traitait les dossiers sur une fiche cartonnée de toutes les couleurs, où le médecin conseil retranscrivait un arrêt de travail, retranscrivait l'arrêt de travail, son examen clinique. Ces fiches sont stockées au niveau de salles d'archives, là où il y a de la poussière
Quand un assuré doit se présenter, l'agent doit aller chercher dans ce fichier les fichiers. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est une perte de temps pour... Procédé archaïque. Tout à fait. Ouais. Actuellement, au niveau de la CNAS, on a procédé à la numérisation de plus de 6,6 millions de fiches médicales et plus de 12 millions de documents médicaux. Un pourcentage plus de 75% du fichier médical assurance sociale a été numérisé par la CNAS. Donc actuellement, sur système, nous avons toutes les données de l'assuré social, toutes les prestations dont il a bénéficié, que ce soit en ce qui concerne les arrêts de travail, ses remboursements, les décisions rendues, l'historique de consommation des médicaments, toutes les informations sont sur système. Ceci permet au médecin conseil de traiter, dans certains cas, des prestations sans demander la présence de l'assuré social. Très bien, mais est-ce que, justement, on revient à ta question de tout à l'heure, est-ce qu'un jour il pourrait y avoir un lien? Comment? J'avais une autre question. Non, mais vas-y. Justement, par rapport à la question que tu as posée, est-ce que, justement, grâce à ce système, est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre le médecin traitant, entre l'hôpital et le système de la CNAS? Comme ça faciliterait le travail à tout le monde. Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir qu'il y a un projet de relance du projet de contractualisation avec les hôpitaux qui est en cours. Bientôt, Inch'Allah, il y aura, les deux secteurs seront reliés et toutes les informations seront disponibles. Sachant que la plupart des médecins traitants, les médecins de famille, parce que c'est le premier qu'on va voir avant d'aller à l'hôpital, ils ont tous un fichier. Moi, je sais, mon médecin, il me connaît depuis des années. Il sait ce que j'ai eu il y a 5 ans. C'est lui qui me prescrit mon arrêt de travail. Donc, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec d'abord celui qui travaille à la télévision, où je dépose mon arrêt de travail, au lieu de lui, puisque c'est lui qui le fournit, me le donne, pourquoi il ne l'enverrait pas directement à la CNAS? Oui, c'est un projet qui est en cours. Il faut savoir aussi qu'il y a des médecins traitants qui sont conventionnés avec la CNAS. Absolument. Oui, tout à fait. Donc ils ont accès, ils ont une plateforme spécialement dédiée à ça. Et pourquoi je le paierais puisque je suis affiliée à la CNAS? Pourquoi je le paierais? Pourquoi est-ce que ça ne permettrait pas? Est-ce que ce médecin justement est gratuit ou c'est oui, il est gratuit. Mais pas pour tout le monde. Aujourd'hui, il faut savoir que la CNAS a signé des conventions dans le cadre du tiers payant. Oui. Je reviens sur l'assurance maladie, si vous me permettez, bien sûr. Donc, dans le cas de l'application de l'article 60 de la loi 83-11, l'article 60 prévoit dans le cas général, l'assuré social fait les avances des frais et demande le remboursement des organismes de sécurité sociale. Sauf lorsque la CNAS, l'organisme de sécurité sociale, a signé une convention avec le professionnel de santé. D'accord. Donc aujourd'hui, on a plus de 9 conventions signées qui permettent à l'assuré social, par le biais de sa carte Chifa, de bénéficier gratuitement de la prestation sans faire les avances des frais. Ce qu'on appelle le système tiers payant. Le paiement par un tierce, en l'occurrence la CNAS. Sans faire les avances des frais. Donc, et ça rentre dans l'amélioration du pouvoir d'achat, dans la diversification des prestations, l'élargissement des prestations et tout ce qui suit. Maintenant, il y a des conventions qui ont été signées. Entre autres, c'est la convention signée entre la CNAS et les médecins traitants conventionnés. Où est-ce qu'on pourrait trouver la liste de ces médecins traitants conventionnés? Dans l'espace Lahana. Oui. Et au niveau des structures de paiement d'affiliation au niveau de l'ensemble des services relevant de la CNAS. La liste, elle est affichée au niveau des structures de paiement, au niveau des services. Concrètement, ça donne quoi? Aujourd'hui, le dispositif est dédié uniquement pour les retraités, leurs ayants droit, les invalides et leurs ayants droit. Mais on est en train de penser à l'élargir. Il faut tout d'abord une évaluation avant un élargissement. On est en train d'évaluer pour étudier la possibilité et la faisabilité d'un élargissement à l'ensemble des assurés sociaux. Ça veut dire quoi? J'arrive avec ma carte IFA, je vais voir mon médecin, je lui donne ma carte IFA, je n'ai rien à payer. Oui. Ni la consultation, ni les actes retraités, ni les actes de prévention, ni les actes de prévention, ni la consultation. Pour le moment, il suffit d'être retraité ou titulaire d'une pension d'invalidité. Mais dans un avenir proche, si la décision est prise, on va élargir, après accord des pouvoirs de notre ministère, des pouvoirs publics, après une évaluation, une étude et une proposition, on compte l'élargir à d'autres catégories d'assurés sociaux. Mais pour les autres spécialités, les actes de cardiologie, les actes d'hémodialyse, les séances de cure thermale et de cure spécialisée, les appareillages, le médicament, tout est dans le cadre du dispositif de tiers payant. Et l'ensemble des assurés sociaux peuvent bénéficier de la gratuité de cette prestation sans faire les avances des frais. Donc on a les actes de cardiologie. Aujourd'hui, on compte plus de 35 cliniques de cardiologie conventionnées. On a l'acte
d'hémodialyse pour les gens qui souffrent d'insuffisance rénale et qui se doivent se voir dialyser 3 fois par semaine. Ils peuvent bénéficier au niveau de plus de 222 cliniques conventionnées au niveau du territoire national. On a ce qu'on appelle les séances de cure thermale et de cure spécialisée, bien-être des assurés, bien évidemment. Tout le monde a le droit ou tout le monde il y a une... Il y a des priorités. La seule condition, c'est que la prestation doit être justifiée sur le plan médical. Voilà, la priorité, peut-être pour les gens qui font de la chimiothérapie. Voilà. Et pour éviter la complaisance, voilà. C'est que la prestation doit être justifiée sur le plan médical. On a plus de 8 stations de cure thermale conventionnées au niveau national. On a 7 stations, puis celle de Sidi Faraj, c'est 8. Pour les officines, pour les médicaments, on a plus de 13 000 officines pharmaceutiques conventionnées. Aujourd'hui, l'assuré social peut s'approvisionner de ces médicaments, quelle que soit l'agence d'affiliation, quel que soit le lieu de sa résidence, au niveau de l'ensemble de ses officines. Il n'a qu'à déposer son passeport, sa carte IFA. Est-ce qu'il faut le dossier médical ou tout est sur la carte IFA? Madame, tout a été numérisé par nos amis du contrôle médical. On parle aujourd'hui d'une fiche médicale numérisée. On parle du carte IFA. On parle de base de données centralisée. On parle d'interconnexion entre les logiciels métiers, l'application et les bases de données. Tout a été digitalisé pour le bien-être de nos assurés. Et pour parler de la carte c'est notre rôle en fait, c'est notre rôle. Et c'est le défi qu'on est en train de relever, de digitaliser l'ensemble des procédures afin de les pour la fin, c'est simplifier la procédure, et simplifier la vie à nos assurés sociaux. Mais même pour la CNAS. Même pour la CNAS. Ça va nous permettre aussi de réduire les coûts, madame. Ça va nous permettre non seulement d'assurer un service public de qualité, et c'est notre objectif, mais d'amoindrir le coût de la prestation public. Moins de coûts, 0 dinar, pas de transport à distance du bénéficiaire de ta prestation, sans contrainte de se déplacer ou de faire les avances des frais ou de payer les frais de déplacement, etc. Grâce à la carte Chifa. Grâce à la carte Chifa, grâce au système Chifa. En fait, la carte Chifa, ça fait partie du système Chifa. C'est quoi le système Chifa? Le système Chifa, d'ailleurs, il faut savoir que c'est une avancée technologique majeure. Que l'Algérie, c'est un pays pionnier en Afrique. On est peut-être le seul. J'ai peur de me tromper, mais on est le premier pays en Afrique qui dispose du système Chifa. Très bien. La carte Chifa, c'est l'axe de la relation triangulaire entre le professionnel de santé, la CNAS et l'assuré. C'est une relation triangulaire. Dans la carte Chifa, c'est la pierre angulaire. C'est la base, c'est l'axe de cette relation triangulaire. C'est le passeport de l'assuré social. Il lui permet de disposer du système du tiers payant, de bénéficier de la prestation sans faire les avances des frais. Très bien, et justement, cette carte Chifa. C'était la mise à jour quand on change d'entreprise ou est-ce qu'il faut. Le problème ne se pose plus aujourd'hui, madame. Hein? Non, pas aujourd'hui parce qu'il faut une lecteur de la carte Chifa. Mais dans le cas de la simplification, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, la carte Chifa peut être mise à jour au niveau de l'ensemble des structures de paiement, quel que soit votre centre d'affiliation. Maintenant, vous êtes affilié à Albière et vous êtes à Oran, vous pouvez mettre à jour votre carte Chifa. On n'est pas obligé de venir à Albière pour la mettre à jour votre carte voilà. Chifa. Voilà, elle est mise à jour annuellement, une seule fois, annuellement, généralement après le 31 mars de l'année en cours, au niveau de l'ensemble de nos structures de paiement. Dans le cadre de l'amélioration aussi, la carte Chifa peut être mise à jour au niveau des officines pharmaceutiques. Qu'est-ce qu'il faudrait? Pour ce faire, il y a une seule exigence aux pharmaciens, c'est qu'ils soient dotés d'une bonne connexion Internet. Non, mais est-ce que ça se fait déjà? Ça se fait, oui, madame. Bien sûr que ça se fait. La dernière fois, j'ai testé, ça ne marchait pas. Mais bon, je pense qu'il y avait une mauvaise connexion ou là, il y a un souci. La seule exigence, c'est que le pharmacien doit être doté d'un bon débit pour lui permettre d'accéder à la base de données et récupérer les informations pour mettre à jour la carte Chifa. Pourquoi le pharmacien le fait? Oui, il le fait. On ne doit pas, comment on appelle ça, fournir un dossier, une attestation de travail. Maintenant, ce qu'on appelle, on passe au recouvrement, les obligations des assujettis. Maintenant, l'ensemble des entreprises, qu'ils soient étatiques ou privées, ils sont dans l'obligation de déposer ce qu'on appelle la DAS, la déclaration annuelle des salaires. D'accord. Lorsque la DAS elle est déposée, c'est une liste nominative qui contient les noms de ces salariés, la date de recrutement, le montant. Le fichier est mis à jour automatiquement. Les droits sont renouvelés d'une façon automatique. Une fois que la date de fin de droit est mise à jour automatiquement, l'information est au niveau de la base de données. La mise à jour peut se faire au niveau de l'ensemble des structures de paiement, même au niveau des officiers pharmaceutiques conventionnés. Et nous avons un appel. Et nous avons un appel de Nassera d'Alger. Bonjour Nassera. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci à vous Et aussi. le bonjour à tous. Merci. J'ai juste une question à poser. Oui.
c'est concernant le remboursement des examens spécialisés concernant la radiologie, les examens de neuro, les examens de cardio, tout ça. D'accord. D'accord. Comment, quelle est la procédure pour se faire rembourser? rembourser? Parce que nous, on paye très cher, très cher, excessivement cher. Et les remboursements se font vraiment, je ne sais pas sur quelle base, mais c'est vraiment pas satisfaisant. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Nassala, pour votre question. Merci. On va essayer d'y répondre. Au revoir. Merci. Justement. Donc il faut savoir que le remboursement des actes médicaux est fait sur la base de la nomenclature générale des actes médicaux. Donc c'est une NGAP donc on est obligé de suivre la NGAP. Donc l'assuré social se présente avec une ordonnance où le médecin traitant codifie l'affection. Cette prescription est soumise au contrôle médical. Le contrôle médical va codifier cet acte conformément à la NGAP. D'accord. Donc, par rapport au remboursement se fait conformément à la NGAP. Si tu permets, ton ami. Donc, le remboursement se fait. Et se fait après justification sur le plan médical de l'acte. Une fois que l'acte lui-même est justifié sur le plan médical, on passe au remboursement. La partie est importante. Je le dis aujourd'hui, on ne va pas se cacher, malheureusement, la NGAP date de 1987. Absolument. Les tarifs réglementaires sont de 1987. Mais, je ne sais pas si je suis autorisé de le dire, il y a un projet dans ce sens. D'accord. Soucieux de l'intérêt de nos assurés, d'améliorer les prestations, d'améliorer ça rentre dans le contexte d'améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, il y a un projet. On a non seulement le projet de contractualisation, il faut savoir que les organismes de sécurité sociale contribuent par un forfait hôpital pour permettre à nos assurés sociaux de se faire examiner et de subir des actes, soit des actes chirurgicaux ou des actes de radiologie au niveau de l'hôpital. Il y a une contribution de l'organe de sécurité sociale, mais on pense fortement à revoir cette tarification. Le projet est en cours. Pas seulement pour les actes, mais même pour le remboursement des médicaments. Mais faut-il encore penser aux moyens de financement, la durabilité, la pérennité de ce système. Si aujourd'hui, on peut assurer le remboursement, si on revoit le tarif, il faut avoir les moyens de financer ce système. Donc, c'est une équation. Oui. C'est une équation. Mais je vous rassure, je rassure mes concitoyens, le projet est en cours et on est en train de penser fortement. Très bien. Je voulais vous poser aussi cette question rapidement pour vous poser aussi les questions des internautes qui sont nombreuses et ensuite passer à la rubrique de Samira. Donc pour les ressortissants algériens qui sont à l'étranger, eux aussi peuvent bénéficier justement des services de la CNAS. Comment? Oui, bien sûr. Comment ça se passe? En fait, il y a un texte réglementaire qui régit les modalités et les droits de la communauté algérienne à l'étranger. Donc, ça rentre aussi dans le programme des pouvoirs publics, de l'engagement de notre président de la République. Un décret exécutif a été mis en place, c'est le décret exécutif numéro 22-351 du 18 octobre 2022. Donc, ce décret a été mis en place afin de permettre aux Algériens, à la communauté algérienne à l'étranger, de s'inscrire volontairement et non pas obligatoirement, de s'affilier volontairement au système de sécurité sociale algérien. À travers les plateformes? Oui, on va en arriver. Donc, tout d'abord, il y a des conditions. Les conditions, c'est que l'Algérien à l'étranger doit être âgé de moins de 55 ans, avoir la nationalité algérienne, avoir une carte consulaire, donc il doit être enregistré au niveau des instances consulaires, il doit exercer une activité rémunérée ou non rémunérée à l'étranger, et qui ne doit pas être affilié au système de sécurité sociale algérien. Parce que s'il est déjà affilié, pourquoi adhérer au système volontaire? Donc, si ces conditions sont réunies, le demandeur peut... L'inscription est très facile. Pour faciliter la vie aux gens, parce que je ne vais pas demander à une personne à Qatar ou au Canada de venir en Algérie pour s'inscrire. Donc, on a développé un service en ligne. Ce service en ligne a été intégré dans le portail de télédéclaration. Pour s'inscrire, il suffit de se connecter sur www.portaildeledéclaration.cnas.dz, appuyer sur la case communauté algérienne à l'étranger et suivre les étapes. On va vous demander de renseigner des informations personnelles, de scanner quelques documents, la première page du passeport, la carte consulaire et le document justifiant l'exercice d'une activité à l'étranger. On scanne tout, on renseigne les informations et on envoie. Dès qu'on appuie sur « Envoyer »,
non seulement vous recevez un accusé de réception numérique qui contient un numéro ID. Le numéro ID va vous permettre de suivre l'avancée de votre dossier. Les informations sont transmises systématiquement par l'application. Les services de la CNAS au niveau central recevront les informations avec les documents scannés. On procède en collaboration avec les services du ministère des Affaires étrangères à vérifier la véracité des informations déclarées. Une fois le dossier accepté, on vous invite à procéder au paiement des cotisations. On procède à l'immatriculation et l'affiliation de l'assuré social. Pourquoi? Cette affiliation va lui permettre non seulement de bénéficier de la retraite à partir de l'âge de 65 ans, et cette retraite, elle est cumulable avec la retraite servie par la partie étrangère, de une. Ça, on va lui permettre, en cas d'un déplacement, d'un séjour temporaire, un non-séjour en Algérie, de bénéficier de l'ensemble des prestations en nature que j'ai citées tout à l'heure, en assurance maladie, en assurance maternité. Donc la femme travailleuse à l'étranger, si elle veut accoucher en Algérie, elle a le droit de se déplacer dans son pays d'origine et accoucher, soit dans l'hôpital, dans le cadre de la gratuité, ou dans l'une des cliniques privées, dès lors que c'est une prestation en nature. Donc, c'est ça les droits. Ça va permettre à ces assurés d'avoir une carte Chifa et bénéficier des prestations de nature, lui et ses ayants droit. Quand on parle de ses ayants droit, c'est le conjoint, les enfants, même les ascendants, même le père, son père et sa mère. Si lui, il réside à l'étranger et que ses parents sont ici en Algérie, ils n'ont pas une couverture sociale, s'il adhère volontairement au système de sécurité sociale, on va fabriquer une carte Chifa à ses parents, à son conjoint et ses enfants. La loi va être réformée. Pardon? Donc la loi va être réformée. La loi de 1985 va être réformée. Non, il y a un décret exécutif qui a prévu ça. D'accord. Un décret exécutif numéro, je répète, numéro 22351 du 18 octobre 2022. Voilà. Très bien. Très intéressant. Maintenant, j'en passe rapidement aux questions des internautes. On va essayer d'y répondre rapidement pour finir l'émission. Alors, j'ai déposé un congé de maladie il y a 2 ans. Puis-je être remboursé? Oui. Oui. Dans les seules conditions, que les conditions administratives et médicales, donc l'arrêt de travail doit être justifié sur le plan médical, et que les conditions dont j'ai parlé tout à l'heure, les 15 jours durant le trimestre civil précédent, l'arrêt de travail, les 60 jours durant l'année précédente, soient réunis. Maintenant, la date de prescription. La prestation se prescrit après 4 ans. Donc, elle est toujours dans le délai de prescription. Il faut pas, l'assuré social ne doit pas dépasser le délai de 4 ans pour renouveler, pour demander, pour venir chez nous, pour subir le contrôle médical et faire valoir ses droits à l'indemnisation. Mais il faut garder bien sûr tous les papiers, tout le dossier médical. Bien sûr, tout le dossier médical. Donc c'est possible, 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. Bien sûr, bien évidemment. Magnifique. Alors, je suis en mise en disponibilité, je dois subir une intervention chirurgicale. Dois-je reprendre le travail pour bénéficier de l'arrêt de travail? Non, madame. D'accord. Maintenant, il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on parle de l'intervention chirurgicale ou l'arrêt de travail qui va en découler? Si on parle de l'arrêt de travail, on va en découler? Non, puisque dès lors qu'elle n'exerce pas une activité salariée, elle est en situation de suspension de la relation de travail. Donc, la perte de salaire n'est pas due à la maladie, mais la perte de salaire est due à la mise en disponibilité. En ce qui concerne l'acte chirurgical, si elle remplit les premières conditions, les 15 jours, si elle a travaillé 15 jours, durant les 3 mois précédant la date de prestation indemnisée ou 60 jours durant l'année précédant l'acte chirurgical qu'elle va subir, elle peut bénéficier de remboursement de cet acte chirurgical, les médicaments et tout ce qui est en relation avec cet acte. Donc j'ai déposé une mise, on va dire, j'ai travaillé pendant une année, j'ai déposé une mise en disponibilité. Le premier mois où j'ai déposé ma mise en disponibilité, je tombe malade, je dois faire une intervention. Donc, vous êtes couvert, madame. Vous ouvrez droit à une prise en charge et à un remboursement. Sans annuler ma mise en disponibilité. Sans annuler votre mise en disponibilité. Voilà. Très bien, merci. Très bien. Le système de sécurité sociale est connu par sa générosité, madame. Magnifique. Alors, on a un système généreux, madame. Je suis en mise en disponibilité encore. Est-ce que je peux me déclarer moi-même? Par exemple, je travaille, je vais prendre l'exemple, comme ça on arrivera à comprendre. Je travaille à la télé, je suis animatrice de Ma famille, ma vie. Je décide de prendre une mise en disponibilité 1 année, 2 ans. Et puis à côté, je décide de faire peut-être de l'artisanat ou autre chose. Donc est-ce que je peux me déclarer en tant qu'artisane? Donc la réponse, je pense, comporte 2 aspects. Oui. Il y a ce qu'on appelle le droit du travail et là la sécurité sociale. La sécurité sociale, rien n'empêche
dès lors que l'assuré social peut être affilié chez plusieurs employeurs. Maintenant, le droit du travail, est-ce que votre employeur vous autorise? Donc, il faut d'abord l'autorisation de mon employeur. Oui, madame. On peut être affilié à plusieurs... Oui, madame, être affilié, c'est les travailleurs qui travaillent à mi-temps. D'accord. Les professeurs et les médecins en même temps. Mais nous, par exemple, on est... Bien sûr. On peut? Oui, bien sûr, si vous êtes autorisé par votre employeur. En matière de sécurité sociale, rien ne l'interdit. Déclarer En matière de sécurité sociale, je dis bien sécurité sociale, rien ne l'interdit. Je ne savais pas. Droit du travail, convention collective, règlement intérieur, chaque employeur s'organise. C'est interdit, je vous le dis tout de suite. Alors, je suis retraitée, j'ai repris le travail récemment, puis-je cotiser? Vous êtes dans l'obligation de cotiser. D'accord. Vous êtes dans l'obligation de cotiser, on appelle ça la situation de retraité actif. Pourquoi vous êtes dans l'obligation de cotiser? Pour être couvert en matière d'accident de travail et maladie professionnelle. Vous savez, madame, on n'est pas à l'abri d'un accident. Donc, si vous êtes retraité, c'est vrai, vous avez une couverture sociale, vous avez une carte Chifa, mais vous imaginez que vous subissez un accident de travail? Comment la CNAS peut vous indemniser? Il y a des accidents de travail avec un taux d'IPP de 140%, madame. Donc, non seulement vous êtes dans l'obligation de cotiser, mais vous cotisez pour être couvert notamment en matière d'accident de travail et maladie professionnelle. Justement, en cas d'accident de travail, on a une question sur ça. En cas d'accident en dehors de mon lieu de travail et en étant à bord du transport des employés, puis-je bénéficier d'une prise en charge? Très bien. Donc, la loi 83/13 relative aux accidents de travail et maladies professionnelles définit c'est quoi l'accident de travail. On a ce qu'on appelle l'accident de travail proprement dit. C'est l'accident, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle due à une cause soudaine extérieure dans le cas de la relation de travail. Donc, je vais m'expliquer, je vais faciliter la chose. Au moment où le lieu de travail il est considéré comme accident de travail, le problème ne se pose pas. Maintenant, en dehors du lieu de travail, cet accident est assimilé à un accident de travail. On parle de trajet garanti. Donc, le trajet garanti, c'est entre le lieu de travail et le lieu de résidence. Si l'accident est survenu entre le lieu de résidence et le lieu de travail, il est considéré comme un accident de travail et vous allez bénéficier des mêmes avantages, des mêmes prestations que l'accident de travail proprement dit. D'accord. Donc, sur une durée de temps, ça? Voilà. Non, madame, il n'y a pas de durée de temps. Le législateur, madame, parle de trajet garanti, de lieu de travail et le lieu de résidence sans citer une plage horaire. Pardonnez-moi, si je termine normalement à 17h. Très bien. Et que l'accident a lieu à 22h. Si vous apportez la preuve qu'il y avait un bouchon, que la route qu'il y avait un accident, voilà. On va vous indemniser, madame. Donc, il y a une enquête, bien évidemment. Bien il y a une étude de dossier. Mais le trajet garanti, c'est entre le lieu de résidence et le lieu de travail. Une dernière question pour passer à la rubrique de Samuel. Je suis nourrice et je travaille pour une famille. Qui doit me déclarer? La chef de famille, le chef ou la chef de famille. La nourrice ne peut pas se déclarer elle-même. Donc, le décret, je pense, 85/34, c'est pour ça que je dis que 85% de la population sont couverts en matière de sécurité sociale. Le décret 85/34 qui prévoit la couverture sociale des catégories particulières et des personnes assimilées à des salariés, prévoit les travailleurs à domicile. Les travailleurs, les concierges, les nourrices, les nounous, les chauffeurs. Ils ont l'obligation de les déclarer. Oui, le chef de famille ou la chef de famille, elle est dans l'obligation de déclarer la travailleuse. Cette déclaration va permettre à la travailleuse de bénéficier de l'ensemble des prestations à l'instar des activités salariées courantes. D'accord. Le taux de cotisation est de 29% du SNMJ. Je peux rajouter une question? Après, il n'y aura pas de rubrique, parce qu'on a vraiment 5 minutes. Je veux juste savoir pourquoi le congé de maternité est limité. Et ça, c'est la question de Manel oui, limité à 3 mois. À 3 mois, et pourquoi, comme dans certains pays, c'est pas 6 mois, voire une année? Donc, je vais dire que c'est une question très pertinente. Question très pertinente. Pourquoi 14 semaines et non pas 10 semaines? Sachant que le bébé il est tout petit au début. Et pourquoi 14 semaines et non pas 18 semaines? D'ailleurs, il faut savoir que 14 semaines, c'est la norme universelle. Maintenant, est-ce que 14 semaines sont suffisantes? Oui ou non? On est prêt à lancer une réflexion, à ouvrir le débat. Mais un débat, faut-il encore dire que si aujourd'hui on peut prendre 14 semaines à l'aise? Madame, il faut savoir que
on paye plus de 21 milliards de dinars uniquement pour les congés de maternité. En 2022, 120 000 femmes ont bénéficié de congés de maternité. On est ouvert à toute proposition, mais aussi il faut penser aux moyens de financement de ce système. Une dernière question qu'on m'a posée justement. Pour déclarer un accident de travail, on nous demande de le déclarer dans les 48 heures. Est-ce que c'est... Non, 48 heures, c'est pour l'employeur. D'accord. Donc l'assuré social, il a une période de 4 années. 4 années. Même les pénalités sont à l'encontre de l'employeur, non pas à l'assuré social. Très bien. L'employeur doit déclarer l'accident de travail dans un délai de 48 heures. S'il ne le déclare pas, il est pénalisé. Même s'il ne le déclare pas, l'assuré social peut se présenter au niveau des structures de paiement et déclarer son accident de travail dans une période de 4 ans. Super, magnifique. Moi, je mens pas, j'ai mis une question. On s'évade avec toi. Voilà. On va à 3 heures de route d'Alger, c'est ça? Oui. Dans une ville bien méditerranéenne. Oui, une ville méditerranéenne par excellence, et un excellent endroit pour passer des vacances ou encore un week-end. On va à Béjaïa, il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle. J'attendais, tu vois. On n'a même pas le temps. D'accord. Donc, je parle de Béjaïa, bien sûr. Elle est à 240 km d'Alger. Donc, on peut y aller par voiture, on peut y aller par avion aussi, on peut aller par train, taxi. Il y a tous les moyens de transport. C'est comme la CNAS. Toutes les modalités sont si prêtes pour y aller, parce que c'est une ville qui est qui tombe dans les bras de la Méditerranée, simplement. Alors, à l'époque romaine, on l'appelait Saldae, mais je suis sûre que vous le saviez. C'était la capitale du royaume vandale, mais c'est surtout la capitale prestigieuse des Hammadites. Voilà, donc c'est passé par plusieurs civilisations. C'est pour dire que c'est une ville qui a une très longue histoire. Très longue histoire, voilà. Elle est réputée, vous savez pourquoi? Elle s'appelle Bougie, pourquoi? Pour les bougies, simplement. Pour la qualité, mais surtout pour la qualité de sa cire. Donc la cire d'abeille qui était utilisée. Et c'est ce qui faisait qu'on venait de partout, de toute la Méditerranée, de l'Europe, pour en acheter. Voilà. Béjaïa est aussi connue parce qu'on a eu énormément de personnalités qui y sont passées. Et que par exemple, Fibonacci, qui y a habité, a inventé sa suite. Vous la connaissez, la suite mathématique? Oui. Utilisée même pour la musique. Je fais vite, j'ai l'impression que tu vas me dire dépêche-toi. Voilà. Donc il y a eu même... Raymond Deloula qui est passé. On a eu l'ancien président du Portugal qui a trouvé exil là-bas. Il y a même un film qui a été fait par la télévision algérienne. Tout ça pour dire qu'il y a plein d'endroits à visiter, comme le Cap Carbon. Je ne sais pas si Adel a mis les photos. Non, les avis, on les voit. Voilà. Donc il y a la Casbah, bien sûr. Il y a la Casbah de Béjaïa, il y a le Cap Carbon, les cascades de Kefrida, il y a la place du 1er novembre, il y a Bebel Fouka. Bon, tu me dis quand j'arrête ou classe. Une dernière information. Non, il faut y aller, il faut passer. Il y a les plages, il y a les Aiguades, les a montrées normalement, il y a un tas de choses à découvrir. C'est pas très loin d'Alger. Il y a un aéroport international. Voilà, oui, c'est tout. C'est tout. Ok. On ne peut pas y aller. Il y a un livre, on a montré le livre. Voilà, on peut l'acheter avec de belles photos où on peut voir. Voilà. Ou d'autres informations? Non, classe. Il y a de la musique andalouse, Cheikh Bidjaoui, bien sûr. Il y a du shabi. Il y a absolument tout. Des artistes peintres. Et dans la Casbah, d'ailleurs, de Béjaïa, on peut trouver plein d'artistes installés là-bas. Il y a aussi l'astronomie, l'association qui s'occupe d'astronomie. Mais sinon, ils ont un très joli théâtre où il y a de très belles pièces. Il y a une cinémathèque qui fonctionne très bien. Il y avait les journées du cinéma. Voilà, j'ai fait très vite. C'était très intéressant. J'ai une autre question. Oui, rapidement. Voilà, c'était pour le contrôle médical. Oui. À quel moment vous allez chez l'assuré? À quel moment vous déplacez chez l'assuré? Vous allez faire l'enquête. Ce n'est pas le contrôle médical qui se déplace, c'est le contrôle administratif. C'est pas la police à la CNAS. C'est le contrôle administratif. C'est pour voir est-ce que l'assuré social est présent au niveau de son domicile. Il doit être présent au niveau de son domicile s'il décide de changer de résidence, par exemple? S'il a une résidence secondaire en Kabylie, il doit en informer. Il doit en informer la caisse. Il doit en informer la caisse. Juste informer. Oui, informer la caisse. Et il peut sortir de son domicile si son médecin traitant le prescrit. D'accord. Donc, pour un cas de force majeure. Voilà, très bien. Donc, au bout de combien de contrôles il
il y a une pénalité, justement. On vient à un premier contrôle, on ne trouve pas l'assuré. On vient à une deuxième contrôle, un troisième, ça se passe comment? Madame, il faut juste savoir que, parce qu'on a le rôle des méchants. Non, mais on voudrait comprendre. La sécurité sociale, c'est le domaine de la loi. Oui. C'est le domaine de la loi. La sécurité sociale, c'est le domaine de la loi par excellence. Toute prestation, toute obligation, toute mission, toute organisation en relation avec la sécurité sociale, elle est prévue par voie réglementaire. Donc, le décret, l'article 26 du décret 84-27, il y a une disposition réglementaire qui dit que l'assuré social en arrêt de travail ne doit pas quitter son domicile s'il n'est pas autorisé par son médecin traitant. Et on a informé les services de la CNAS. Donc, dans le cadre des contrats, pourquoi cette disposition réglementaire? Pourquoi le législateur a mis en place cette disposition? C'est pour favoriser la convalescence. Oui. Vous êtes en arrêt de travail, vous êtes censé rester chez toi, chez vous, chez soi, pour favoriser la convalescence. Sortir, ça veut dire d'autres arrêts de travail. Votre état de santé, votre état va se dégrader. Donc, on priorise l'état de santé et on favorise la convalescence. Donc, les services de la CNAS procèdent d'une manière, par sondage, d'une manière sélective. Ils choisissent les arrêts de travail. Ils se déplacent à l'adresse déclarée par l'assuré social pour voir entre 10h et 16h. Je dis bien, le contrôle se fait obligatoirement entre 10h et 16h. Mais vous ne précisez pas le jour, c'est surprise. Bien sûr, madame. Ah, voilà. Oui, bien sûr, madame. C'est ça, en fait, madame. Mais tout le monde connaît que si on est en arrêt de travail, vaut mieux rester chez soi. Si on sort, c'est pour cas de force majeure. Exactement. Si vous sortez pour cas de force majeure, il faut le justifier, on ne pénalise pas l'assuré, madame. D'accord. On ne le pénalise pas. Mais madame, si vous êtes sorti pour faire des achats, pour se promener, et vous n'êtes pas autorisé par vos médecins traitants, vous risquez d'être déchu de l'indemnisation. Il y a des personnes qui habitent seules, qui sont obligées d'aller faire les courses pour manger. Il suffit que votre médecin l'inscrive. Ah, d'accord. Malade autorisé à sortir. Ah, d'accord. Très, très bien. C'est bon à savoir. Oui, très bien. Et si on change d'adresse de résidence entre-temps, est-ce qu'on peut le faire par le HENA? Actuellement par le HENA. Oui, par le HENA, ou carrément envoyer un certificat de résidence à votre centre payeur d'affiliation. Il y a un chatbot, il y a une foire aux questions. Il y a un chatbot, on peut communiquer avec vous sur le HENA? Elle est interactive. Non, pour le moment, elle n'est pas interactive. Ça serait bien d'avoir un chatbot. On peut poser la question directement. C'est un projet, madame. Inch'Allah. C'est un projet. Magnifique. Très bien. Merci, messieurs. C'était très intéressant. Merci à vous, madame. Monsieur Abdedou, vous êtes sous-directeur à la direction des prestations de classe. Et docteur Louanchi Amin, vous êtes sous-directeur à la direction du contrôle médical. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci Semera pour ton escapade. Vous allez passer vos vacances à Béjaïa? Bien sûr. Inch'Allah. Quant à vous, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain, 10h30, j'espère avec une meilleure voix. Au revoir.